bonsoir. La crise du Covid n'est pas terminée, mais la politique, elle est sortie de son confinement depuis déjà quelques temps. Les différentes affaires de violence, d'attaques de forces de l'ordre sont revenues immédiatement sur le devant de la scène. Autant dire que ça va faire débat jusqu'à la présidentielle, au risque d'être parfois dans une surenchère sur les mesures sécuritaires. Tous les gouvernements, depuis des décennies, se sont heurtés aux réalités qui vont plus vite que la législation, avec par ailleurs la concurrence du Rassemblement national dans son rôle de pousse au crime politique. Ce soir, dans Audition publique, le rendez-vous politique LCP Public Sénat avec Le Figaro, nous recevons Annie Genevard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes aussi présidente du Conseil national des Républicains et députée du Doubs. On va parler d'un de vos collègues, Guillaume Pelletier, à la fois collègue député, mais aussi à la direction des LR. Il est numéro 2 de votre parti, il a fait fort hier. Il a proposé sur RTL une justice d'exception contre les terroristes et il dit même s'il faut changer la Constitution pour en aller jusque-là, allons-y. À un mois des régionales, où le RN, je disais, joue sur les questions de sécurité, est-ce qu'il n'a pas fait une erreur stratégique ? Écoutez, il a fait cavalier seul. Ce qui en politique n'est jamais bon quand ça a pour conséquence de fragiliser la formation politique à laquelle on appartient et dont on est l'un des dirigeants. Donc je regrette cette prise de position qui n'avait été validée par personne, discutée par aucun des membres de la direction du parti. Voilà, donc... c'est une prise de position qui n'engage que lui et en aucune façon la direction des Républicains. C'est ce qu'a dit Christian Jacob. Christian Jacob a raison de rappeler qu'en politique, il faut jouer collectif, surtout en période électorale. Ça vous a surpris ? On connaît Guillaume Pelletier, c'est un homme de talent, de grand talent, mais qui a le goût de la provocation et de l'idée qui dérange. Donc il est, je dirais, conforme à sa nature. Mais dans des périodes aussi sensibles que celles que nous connaissons, à la fois sur les questions de sécurité et en même temps en période électorale, je crois que il est impératif de toujours se rappeler qu'on a le devoir de jouer collectif, comme le dit notre patron Christian Jacob. Alors, on va revenir sur le fond de ces propositions tout à l'heure, sur les conséquences politiques éventuellement. Mais en tant que dirigeante de LR, qu'est-ce que vous attendez de vos collègues qui sont dans la direction des Républicains, quels qu'ils soient ? Est-ce que vous demandez plus de collectif, plus de discrétion à tout le monde ? Est-ce que c'est un message pour Guillaume Pelletier ou est-ce qu'il faut l'élargir à tous les dirigeants des LR ? Écoutez, moi je suis membre de la direction de mon parti. Je travaille étroitement avec les membres de l'équipe dirigeante et avec Christian Jacob. Ce que je vois, c'est que nous savons jouer collectif, nous travaillons le fond, les conventions se multiplient, les adhérents reviennent. Christian Jacob a remis autour de la table les principales figures de notre formation politique. Il discute avec ceux qui sont partis, je pense en particulier à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand. Donc, nous savons jouer collectif et il ne faut pas que la sortie de piste de l'un d'entre nous ne laisse à penser que c'est un phénomène généralisé et que chacun dit la sienne. Non, nous avons à plusieurs reprises montré que nous savions parler d'une même voix et c'est ça que je veux retenir. D'autant qu'en matière de sécurité, nous avons fait des propositions extrêmement précises. Porter les budgets de la justice et de la police à 1% du PIB sur 5 ans, construire 20 000 places de prison, les peines planchées, la justice des mineurs, etc., etc. On a des propositions crédibles, précises, et c'est celle-là que je veux retenir. C'est forcément de Guillaume Pelletier, mais on va revenir, je disais, sur Guillaume Pelletier, son rôle, le rôle qu'il pourra jouer ou pas à l'avenir à la tête de LR. Mais on accueille ce soir, comme tous les lundis soirs, Brigitte Boucher de LCP. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis. Et bonsoir Steve Jourdain de Public Sénat, qui vont vous interroger d'abord sur le Covid, parce que je disais, la crise sanitaire, elle n'est pas terminée, Brigitte. Oui, bonsoir Annie Genevard. Depuis aujourd'hui, tous les Français de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner. Est-ce que d'après vous, ça y est, on est en train de sortir de la crise ? Je l'espère. Il faut le souhaiter pour notre pays, pour les Français, pour ceux qui veulent venir visiter notre pays. Le tourisme est complètement à l'arrêt depuis de nombreux mois.
pour la vie quotidienne, évidemment, on ne peut que souhaiter en sortir. On l'a tant espéré, et à de très nombreuses reprises. Espérons que celle-ci soit la bonne. Je rappelle que cette crise, elle a été marquée par des espoirs déçus, par des erreurs stratégiques, par des défauts de logistique, par tout un tas de désordres dont il faudra absolument tirer les enseignements. Il y a eu une commission d'enquête, mais aujourd'hui, il y a une sorte de plafond de verre sur la vaccination. Pour atteindre l'immunité collective, Emmanuel Macron n'exclut plus aujourd'hui de vacciner de façon obligatoire. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je pense que ce serait en l'état une assez mauvaise idée et qu'il faut tout faire pour l'éviter. Pourquoi ? Parce que rendre la vaccination obligatoire, c'est courir le risque de voir des oppositions fortes se manifester. Vous savez qu'il y a des gens qui sont radicalement hostiles à la vaccination pour eux-mêmes, pour leur famille. C'est d'ailleurs un vrai sujet de santé publique, mais il faut laisser à chacun la liberté de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Maintenant, si ça compromet l'immunité collective de tout le pays, il faudra peut-être engager d'autres actions. Faudra-t-il subordonner certaines activités à la vaccination ? Voilà. Mais de là à la rendre obligatoire, je pense que c'est un pas à franchir qui serait périlleux pour la cohésion nationale. Alors, il y a plusieurs fabricants de vaccins qui, eux, voudraient élargir la vaccination aux 12-17 ans. Est-ce que ça vous paraît nécessaire, justement, pour tenter d'atteindre cette immunité ? Pourquoi pas ? On sait que les ados ont été des vecteurs de contamination parce que ils ont moins le sens des distances que les adultes. C'est que le ministre de l'Éducation nationale dit le contraire. Ah oui. Il dit c'est pour ça qu'on ne ferme pas les écoles et les collèges. Oui, non mais moi je pense. C'est pas de là que vient le problème, dit-il. Oui, quiconque a dans sa famille des adolescents sait qu'il y a eu des contaminations. Donc il est à côté de la plaque, Jean-Michel Blanquer. La contamination ne se fait pas nécessairement à l'école. C'est là la subtilité. Ça doit être là la subtilité. Ce qui est sûr, et là où je rejoins le ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il fallait tout faire pour laisser les établissements scolaires ouverts. C'était majeur. Yves Genevard, le pass sanitaire a été adopté la semaine dernière par le Parlement. Le Conseil constitutionnel vient tout juste de valider ce pass sanitaire. Vous vous en félicitez ? Nous avons voté le pass sanitaire en le faisant évoluer tout de même. Il ne vous a pas échappé qu'entre le moment où le texte est arrivé au Parlement et le moment où nous l'avons voté, il y a quand même eu des évolutions significatives. C'est pour ça que vous aviez voté contre, d'ailleurs. Ne serait-ce que parce que nous voulions que le pass sanitaire ne soit réservé qu'à certaines activités qui mettaient en présence un très grand nombre de personnes. De plus de 1000 personnes. On voulait que soit prise en compte la densité, pas seulement le chiffre de 1000 personnes dans l'absolu, tout dépend aussi de la densité dans laquelle se déploient ces 1000 personnes. Le regret, c'est que le couvre-feu continue. Le Covid, ce qui est une façon de... Jusqu'au 30 juin. Oui, il va bientôt s'arrêter. Mais ce qui est une façon de conserver un état d'urgence sanitaire, malgré tout. Le Covid, c'est aussi l'aspect économique. Bruno Le Maire parle aujourd'hui d'un déficit plus important que prévu. Est-ce que le quoi qu'il en coûte doit prendre fin tout de suite, selon vous ? Vous savez, quoi qu'il en coûte, c'est un slogan, ça n'est pas une politique économique. Il y a quand même beaucoup d'aides qui ont été débloquées par le gouvernement. Rarement les ministres ont eu de telles marges de manœuvre financières et donc elles ont été distribuées très largement. Il fallait aider évidemment le tissu économique, faute de quoi il se serait effondré. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut arrêter ça ? Alors, il faut aller de façon dégressive. On ne peut pas rester dans une situation qui menace la souveraineté économique de notre pays. Vous êtes d'accord avec le gouvernement ? Il va proposer, le gouvernement, 15 milliards d'aides d'urgence supplémentaires à partir de mercredi. Un nouveau projet de loi sera présenté en Conseil des ministres. Ça vous va, 15 milliards d'aides d'urgence pour les secteurs les plus touchés ? Écoutez, les chiffres dans l'absolu ne veulent rien dire. Il faut voir à quoi ils seront utilisés. Ce qui est certain, c'est que la dette s'envole, le déficit se creuse. Le déficit de la balance extérieure est dans une situation absolument catastrophique. Donc, on a énormément de demandeurs d'emploi, entre 6 et 7 millions, et paradoxalement, beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre, les entreprises vous le disent. Donc, on voit bien que la machine économique est complètement grippée, et il y a une incertitude sur l'avenir. Est-ce que la relance se fera ? Mais vous ne voterez pas ce projet de loi ?
Écoutez, on a voté tous les collectifs budgétaires qui concernaient les aides aux entreprises, bien conscients. Donc si on a besoin de 15 milliards, stratégie. On ne peut pas être dans l'acoût de financement sans avoir une stratégie claire, précise et qui donne des perspectives aux entreprises. Brigitte. Oui, pour favoriser la relance, vous préconisez à droite une baisse de la TVA. Vous allez d'ailleurs déposer un amendement à ce projet de loi de finances rectificative. Pour quel secteur vous le préconisez et est-ce que pour vous ce serait une baisse qui serait temporaire ou même permanente ? Ce serait forcément une baisse ciblée. On ne peut pas avoir une baisse généralisée. Tous les produits ne se valent pas. Par exemple, sur quoi ? Dans quel secteur ? Il y a des produits de première nécessité, il y a des produits qui sont moins immédiatement nécessaires à la vie. Il y a des produits dont on souhaite voir augmenter la consommation parce que c'est bon pour le pays, c'est bon pour la France. Voilà, donc tout ça va se discuter entre nous. Donc je réserve nos annonces. Entre vous, c'est-à-dire écoutez, chez les Républicains cette question, ou entre parlementaires ? Non, mais entre parlementaires, demain, nous avons notre réunion de groupe où cette question sera débattue. Donc, les choses vont être examinées à ce moment-là. Mais c'est pas encore tranché, tout ça, c'est encore très flou. La TVA, c'est un impôt qui a une base très, très large. Donc, c'est un levier qui peut se révéler extraordinairement utile. Mais ça a l'air flou quand même, parce que vous me dites que ce sera tranché demain. Enfin, ça a l'air un peu flou. Oui, mais écoutez, cette question, elle est pour moi en suspens. Je ne l'ai pas particulièrement travaillé avec les intéressés et les membres de la commission des finances. Voilà pourquoi je reste un peu imprécise dans ma réponse. Brigitte. Comme vous nous l'avez dit, c'est beaucoup de rentrées fiscales. La TVA, 45 milliards au total. Comment on compense ce manque à gagner pour l'État si on baisse la TVA, même dans certains secteurs seulement ? Vous savez, un budget se construit avec des dépenses, des recettes. Nous, qui avons été des élus locaux, nous savons bien comment se construit l'équilibre d'un budget. Sous ce quinquennat, les choses ont été souvent mal maîtrisées. Je rappelle que avant la crise Covid, plus de dépenses, plus de déficits, plus d'impôts. Et l'exemple emblématique, c'est la crise des Gilets jaunes. D'où est-elle née ? C'est l'augmentation de la fiscalité sur les carburants qui n'avait pas d'autre compensation que l'augmentation. Voilà. Et vous compensez par quoi cette baisse de la TVA ? Écoutez, j'imagine, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas... Oui, c'est pas votre spécialité. D'accord, c'est pas votre spécialité. Non, mais pas de problème, pas de problème. Ce n'est pas ma spécialité, c'est que je n'ai pas travaillé avec les députés, membres de la commission des finances sur cette question. Donc vous voulez pas les spoiler ? Je ne sais pas que je ne veux pas les spoiler, je ne veux pas faire de réponses qui trahissent leur projet. Brigitte. Est-ce que pour réduire les déficits, à droite, vous seriez prêt à relancer la réforme des retraites, celle de François Fillon ? Avec le départ à la retraite à 65 ans. La réforme des retraites est une réforme majeure. Parce que, et d'ailleurs le corps qui est l'instance qui... Le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites qui est chargé d'examiner toutes les questions relatives à la pérennité du système de retraite, alerte sur le fait que si aucune mesure n'est prise dans un avenir proche, le système ne s'équilibre plus. Donc je vais vous arrêter juste une seconde. Si le gouvernement ne fait pas la réforme des retraites avant la fin du quinquennat, ce sera une erreur pour vous ? Ce sera une erreur profonde, mais pas n'importe quelle réforme. C'est pas la même réforme que celle de François Fillon. Ma question portait sur celle de François Fillon. C'est pas la même réforme. Le président de la République a voulu faire, je dirais dans une attitude un peu bravache, faire ce qu'avant lui, personne n'avait jamais fait, c'est-à-dire une réforme systémique. C'est-à-dire qu'on bouge absolument tout le système. Bon. Suscitant les désordres que nous avons vus, parce que bien souvent, Emmanuel Macron a été un président du désordre. Et les manifestations avec les débordements que nous avons vus, les attaques de policiers, de forces de l'ordre, tout ça est né d'une réforme qui n'a pas été suffisamment pensée. Et du reste, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, voulait introduire une mesure d'âge, ce que ne voulait pas faire Emmanuel Macron. Ce que vous voulez faire. Ce que nous voulons faire. Nous voulons une réforme des retraites version François Fillon, elle est toujours dans le programme de la droite ? Là, si on ne prend pas une mesure d'âge, pour allonger le temps, la durée du travail,
De toute façon, il n'y a pas 36 paramètres. Soit vous augmentez les cotisations, soit vous diminuez les pensions, hors de question. Soit vous diminuez les pensions, hors de question. Soit vous bougez l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite. Et là, c'est plutôt cette piste-là. Et c'est sur ce levier-là, plutôt que sur celui des cotisations ou du montant des pensions, que nous voulons jouer. Mais donc, juste avant de passer la parole à Steve, oui. À 65 ans. Pardon ? Vous êtes toujours sur 65 ans. Alors, pas forcément. Non, c'est quelque chose qui doit être tout à fait progressif. Oui, il faut regarder les annuités de travail, la durée. Il faut prendre en compte les carrières longues. Enfin, voilà. Alors, avant de parler d'antiterrorisme avec Steve, juste pour bien vous comprendre, vous dites si Emmanuel Macron ne fait pas la réforme maintenant, c'est une erreur. Donc, vous dites à Emmanuel Macron, faites la réforme avant la fin du quinquennat. Alors, moi, je dis qu'Emmanuel Macron, qui se veut le président de la réforme, aura fort peu réformé en réalité. Oui, mais est-ce que vous lui dites Mais bien sûr qu'il faut réformer. Avant la fin de son quinquennat, il doit s'y engager. Écoutez, c'est une réforme qui ne supportera pas qu'on attende indéfiniment, parce que le déficit va se creuser, s'installer. Il y a urgence. Vous le mettez au défi de le faire, quoi, en fait. Écoutez, je ne sais pas si on peut formuler les choses comme ça. Ce que je sais, c'est que c'est un président qui prétend vouloir réformer jusqu'au bout. Donc il le prouve. Qu'il le prouve, mais qu'il s'y prenne autrement, parce que jusqu'à présent, il s'y était très mal pris. On va parler du projet de loi antiterrorisme. Le projet de loi, effectivement, antiterroriste sera examiné demain à l'Assemblée. C'est le 20e texte antiterroriste en 35 ans. Droite, gauche, centre, même combat. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire contre le terrorisme en France ? Déjà, la situation est allée s'aggravant. C'est un phénomène qui monte en puissance et qui menace nos démocraties. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Il y a la réponse immédiate, ce que ces lois d'urgence prétendent faire. Des lois à répétition, d'ailleurs, les Français s'y perdent un peu. On voit bien que la loi SILT, et puis maintenant la loi antiterrorisme, puis il y a la loi séparatisme. Mais elles servent à quelque chose. Il y a la loi visant à restaurer la confiance avec la justice. Il n'y a pas de lisibilité à cette succession effrénée de réformes et que par ailleurs, qui ne parviennent pas à juguler le phénomène de la radicalisation, qui est le vrai terreau du terrorisme. Alors la question, c'est est-ce que vous, la droite, vous feriez mieux que le gouvernement actuel ? Je vais vous donner un exemple. Guillaume Pelletier, numéro 2 de votre parti, Guillaume Pelletier encore lui, propose le retour d'une justice d'exception en matière de terrorisme, une justice d'exception sur la base de soupçons avérés sans possibilité d'appel. Est-ce que vous y êtes favorable ? Non, je crois que nous avons été très clairs à ce sujet. Nous avons dit que la proposition de Guillaume Pelletier n'était pas la proposition des Républicains. Il ne s'agit pas de mettre en place une justice d'exception qui a, je crois, été abandonnée avec François Mitterrand. Donc elle a existé dans le passé. On n'était pas pour autant en dictature, donc il faut aussi relativiser les choses. Mais c'est un acquis. Un acquis, et je crois que ça n'est pas à un moment où la France est très fracturée sur ces questions régaliennes. Ce n'est pas le moment d'introduire un élément qui pourrait être perçu comme une fragilisation d'un des totems d'un État de droit. Est-ce qu'entre lutte contre le terrorisme et État de droit, il faut choisir selon vous ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, dans la mesure où le terrorisme menace l'état de droit. Donc il est clair que là, il faut prendre toute la mesure de la gravité du phénomène. Vous voyez, dans la loi séparatisme qu'on va bientôt examiner en commission, le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu qu'on parle de radicalisation. Pas voulu qu'on parle de radicalisation. C'était pas le sujet. Or, c'est précisément le sujet. Parce que le radicalisme, qui est le terreau du terrorisme, se nourrit de ce séparatisme culturel, identitaire, politique que représente l'islam politique. Donc, il y a tout à reprendre de la base. Mais ça, c'est une entreprise de très longue haleine, Et puis, il faut arrêter aussi de fragiliser nos préfets, nos ambassadeurs, nos policiers, nos gendarmes. Enfin, aujourd'hui, tous les piliers de l'État de droit sont aujourd'hui dans un état de protestation. Vous avez des tribunes dans tous les sens. L'armée fait des tribunes, la police fait des tribunes, les préfets font des tribunes. Sur le régalien, les ambassadeurs... Donc, il faut pas fragiliser nos institutions au moment où on doit livrer bataille contre le terrorisme. Brigitte.
Oui, dans ce projet de loi antiterroriste, il y a aussi le renforcement du suivi des personnes qui sont condamnées pour terrorisme et qui sortent de prison. Le gouvernement propose 2 ans de suivi. Vous demandez plus, et si oui, combien de temps? Parce qu'on a effectivement l'impression que les personnes peuvent passer à l'acte à n'importe quel moment. Alors ça, c'est un énorme problème. Je crois qu'entre 2020 et 2021, c'est près d'une centaine de personnes qui seront libérées et si on ne fait rien, qui peuvent à nouveau commettre... Alors, les spécialistes s'affrontent sur le sujet. Comment traiter vous voyez... Certains sont sous bracelet électronique et ont commis des actes abominables. Donc, il y a là un défi majeur pour nos démocraties. Une surveillance de 2 ans n'empêchera pas à la 3e année. Il faut donc mettre en place des outils extrêmement serrés et puis des instances qui puissent pouvoir empêcher la commission de nouveaux faits. Mais ça ne peut pas être un suivi permanent jusqu'à la fin de l'année. Ça ne peut pas être un suivi permanent. C'est bien la raison pour laquelle je vous disais que tout est à reprendre à la base et que... La Constitution Pardon ? La Constitution aussi, il faut la revoir. Moi, j'étais favorable à ce qu'on touche à la Constitution sur ces questions. Alors, pas forcément pour le projet de cour de sûreté, mais par exemple, pour lutter efficacement contre le séparatisme, nous avions, dans le droit fil de ce que proposait le Sénat, voulu modifier la Constitution pour empêcher les listes communautaires aux élections et pour dire que personne ne pouvait se dérober à la règle commune. Parce qu'aujourd'hui, les messages sont affreux. Emmanuel Macron nous dit... Donc, mais vous étiez pour le changement de la Constitution et plus maintenant. Ah, mais on ne peut pas changer la Constitution. Le changement de la Constitution n'est pas fait pour... parce que vous disiez, vous étiez pour, donc j'entends que maintenant vous n'êtes plus favorable. Non. Vous y êtes toujours favorable. On peut être favorable pour changer la Constitution sur certains points et pas sur d'autres. D'accord. Brigitte, une dernière question. Vous avez évoqué effectivement le cas de cet ancien militaire qui a été neutralisé en Dordogne, qui avait été condamné 4 fois pour violence conjugale, qui portait un bracelet électronique. Alors on sait très bien que c'est Aurélien Pradier qui a fait voter à l'unanimité ce port du bracelet électronique. Visiblement, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Alors, il faut une politique résolue. Il y a des pays qui ont réussi à juguler la violence intrafamiliale. Je pense à l'Espagne en particulier. En mettant beaucoup plus de moyens. En mettant certainement beaucoup plus de moyens, c'est un fléau. Quand je pense qu'autrefois, le crime passionnel était, comment dirais-je, c'était une circonstance atténuante. Quand on voit aujourd'hui le nombre de femmes qui se font massacrer dans des conditions absolument épouvantables, là, il y a une prise de conscience. Ça, c'est déjà mais il faudra des moyens supplémentaires. Il faudra des moyens. Mais enfin, le bracelet électronique, que n'a-t-il été fait avant ? Il a fallu que ce soit LR, comme souvent d'ailleurs, par nos propositions, nos actions. Ça ne suffit pas, mais c'est quand même un élément... il est dommage d'ailleurs que le Conseil constitutionnel ait retoqué les drones, parce que quelqu'un qui enlève son bracelet électronique ou qui s'écarte de la zone dans laquelle il est confiné peut immédiatement être repéré par un drone. Moi, je regrette beaucoup que cette disposition ait été censurée par le Conseil constitutionnel. Merci Brigitte, merci Steve. Vous parliez des préfets tout à l'heure. Justement, mercredi, le texte supprimant le corps des préfets va être présenté en Conseil des ministres. Ce sera une ordonnance. Et la fonction reste, mais sera créé un futur corps d'administrateurs de l'État pour diversifier les profils, ouvrir la fonction à d'autres profils. C'est ce que veut faire le gouvernement. Est-ce que vous, la fin du corps préfectoral, c'est-à-dire cette espèce de ligne de... Voilà, ce corps préfectoral, cette profession en tant que telle, le statut reste en revanche, est-ce que ça vous gêne ? Moi, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que je ne comprends pas le sens de cette réforme. Si les préfets avaient démérité, oui, mais les préfets et les maires ont été absolument exemplaires pendant la crise sanitaire. Ils ont démontré d'abord qu'ils faisaient face avec beaucoup de sang-froid et deuxièmement qu'ils étaient en capacité de compenser les manquements des agences régionales de santé ou de la mise en œuvre des préconisations du gouvernement. Ils ont été très utiles et nous qui travaillons très souvent avec eux, nous savons que ce sont des gens de très grande valeur. Donc il faut garder le corps des préfets. De très grande fidélité à l'État, qui sont conscients de leur mission, qui sont pas... moi, je soupçonne Emmanuel Macron de vouloir de vouloir mettre à sa main ce corps préfectoral. Et je pense que ce n'est pas le sens de nos institutions, ni d'un fonctionnement respectueux. Donc il faut garder
le corps préfectoral tel qu'il est? Je pense qu'il faut, je suis d'avis qu'il faut garder le corps préfectoral qui n'a pas démérité. Pourquoi vouloir tout casser? Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint du Figaro, nous a rejoint comme tous les lundis soirs. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis, bonsoir Annie Genevard. Bonsoir. Alors, je reviens à Guillaume Pelletier, parce que Guillaume Pelletier a exprimé aussi sa proximité avec Robert Bénard, le maire de Béziers. Et bon, ça n'a pas l'heure de plaire à tout le monde chez vous. Est-ce qu'il faut, après tout, pas lui demander de partir, de quitter sa vice-présidence et éventuellement le parti? Alors, comme vous y allez, Yves Tréhard. Je vous pose la question. Non. Parce que la mollesse que vous pouvez parfois reprocher à Emmanuel Macron, finalement, on la retrouve chez vous, là. Non, rassurez-vous, il y a des explications de texte qui vont être faites. De gravure. De gravure. Mais est-ce qu'il peut rester à son poste? Alors, vous savez, je crois qu'au moment où on est engagé dans un combat électoral, c'est pas le moment de couper des têtes ni de se faire du mal à soi-même. Oui. Des explications internes, il y en aura. Mais après, il peut y avoir des raisons. Oui, mais Guillaume Pelletier n'a pas été suivi. Tout le monde a réprouvé cette prise de position solitaire, isolée, regrettable parce qu'elle fragilise le collectif et donc il en tire les enseignements. Sauf quelques-uns quand même. Nadine Morano, députée européenne, a dit moi, dans l'intérêt général, je suis prêt à travailler et à voter pour Madame Avec Le le Pen. RN, oui, avec le RN. Alors. Ça fait du monde, tout ça, quand même. Non. Enfin, je crois pas que... Bon, il y a différents cas de figure. Nadine Morano, vous le savez, a eu un coup de colère lié à la configuration de la liste dans sa région. Ouais. Moi, les déclarations que j'ai entendues d'elle n'étaient pas un ralliement au Rassemblement national. Simplement, elle traduit ce que nous sentons sur le terrain, qui échappe peut-être aux éditorialistes et à une partie de la classe politique qui est complètement obsédée par cette question du front républicain et qui ne voit pas que les Français sont passés à autre chose. Donc vous êtes contre le Front républicain? Non, je ne suis pas contre le Front républicain. Je dis simplement, monsieur Vous faites Tréhard, du en même temps, alors? Non, je ne fais pas du en même temps. Je dis simplement, attention, nous avons un prisme de spécialistes ou de professionnels de la politique et que l'opinion publique nous dit régulièrement, arrêtez de vous perdre dans ces querelles sémantiques et ces querelles de valeurs. Occupez-vous des Français et des problèmes que la France traverse et qui sont très graves. Néanmoins, Annie Genevard, pour faire barrage à un candidat Rassemblement national ou à Marine Le Pen dans le cadre d'une présidentielle, ça voudrait dire que vous mettez un petit peu en rupture avec les gens dont vous parlez et vous adoptez le Front républicain. Je dis simplement que dans une élection, il y a 2 tours. Oui. Qu'au premier tour, on choisit et au deuxième tour, on élimine. Oui. Donc, il faut déjà s'occuper du premier tour. Oui. Si vous m'interrogez sur le deuxième tour de la présidentielle, alors que nous ne sommes même pas au premier tour des régionales et des départementales, je dis n'allons pas si vite en besogne. Cette élection qui va clore tout le cycle électoral va nous donner une photographie politique de la France. Nous verrons bien où sont les forces en présence. Il est clair que aujourd'hui, le Rassemblement national a une dynamique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les problèmes ne sont pas réglés et qu'ils ont le sentiment que peut-être avec le Rassemblement national, ils le seront mieux, ce qui est un leurre et une illusion. Et c'est la raison pour laquelle, aux Républicains, avec Christian Jacob, nous sommes sur le travail de fond et sur les propositions. Il faut... nous avons réussi les municipales, les sénatoriales. Nous sommes en passe de gagner les 2 législatives partielles sur 4. Donc on verra bien. Moi j'ai bon espoir sur les élections à venir. On a quand même l'impression d'une légère, et qui n'est pas que légère, cacophonie à l'intérieur de votre parti politique. On écoute Éric Woerth, par exemple. Éric Woerth dit « Moi, j'ai pas les mêmes idées que Guillaume Pelletier. Moi, je refuse qu'en Bourgogne-Franche-Comté, M. Platré s'associe avec Debout la France, le candidat de Debout la France, dont le président aurait pu être le Premier ministre de Marine Le Pen. Et puis, on a de l'autre côté Monsieur Éric Ciotti, qui a un discours sécuritaire très affirmé, et Monsieur Guillaume Pelletier, qui propose une augmentation de 20% du SMIC, qui est très très loin de ce que dit Éric Woerth, justement. Alors, où êtes-vous ? Mais enfin...
Vous connaissez la politique comme moi, elle est faite d'individualités puissantes qui existent mais par c'est le collectif qui compte, vous dites. Mais ce qui importe, c'est de voir quelles sont les positions que nous portons collectivement et qui évitent ces écarts spectaculaires. Il y a une ligne sur le plan économique, sur le plan régalien, sur le plan politique. Nous courons sous nos couleurs. Et moi, je vais vous dire, j'en ai un peu assez d'être toujours renvoyée à cette sempiternelle question du rapport des Républicains avec le Rassemblement national. C'est un poison, ce débat-là. Pas ceux qui votent tel ou tel, mais ce débat-là que François Mitterrand a instillé dans l'opinion publique et dans la vie politique française est fait pour réduire les Républicains. Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont un objectif commun, celui de nous réduire, de nous fracturer pour se partager nos dépouilles. Alors. Nous ne nous laissons pas faire. Nous sommes la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Il y a une élection présidentielle qui se profile dans quelques mois. On sait qu'il y a plusieurs prétendants à l'intérieur de votre famille politique, même s'ils ne sont pas tous membres et encartés dans le parti républicain. Est-ce que c'est Xavier Bertrand, qui semble se dégager dans les études d'opinion actuellement, qui tient la corde et qui a votre faveur? Alors, pour m'être engagée dans la précédente élection présidentielle dans une écurie, j'en ai vu toutes les limites et tous les dangers. Les écuries, ce sont des machines à se faire mal à soi-même. Vous parlez des primaires, là. Voilà, je parle des primaires et je parle aussi des écuries, c'est-à-dire de ces bataillons qui s'engagent pour tel ou tel et qui s'affrontent. Ce n'est pas comme ça qu'on peut revenir aux affaires, clairement. Donc moi, je me rangerai résolument derrière celui ou celle qui évidemment, partage nos idées. Ça, c'est la première condition absolue. Et puis, dont je pense qu'elle est la mieux à même, cette personne, de nous faire revenir aux affaires, parce que je crois que la France a besoin d'un personnel politique nouveau, avec des idées claires, un projet ferme et surtout qui a l'expérience de la gestion des affaires. Nouveau et moi, je vois deux personnes. C'est compliqué. Deux personnes. Deux personnes se dégagent du lot aujourd'hui, me semble-t-il. C'est Xavier Bertrand et c'est Valérie Pécresse. Hein. Les sondages le montrent. Bon, on le voit parmi les prétendants. Donc des gens qui ne sont plus au LR, comme disait Yves. Et comment vous allez les départager ? Mais ils sont plus au LR, mais tous les deux appartiennent à notre famille politique. Bon. Comment vous allez les départager ? Alors ça, c'est toute la question. Donc tout ça doit être réglé quand ? Tout ça doit être réglé entre la fin du mois de juin et le mois de septembre, octobre et l'automne. Vous savez, quand on regarde le timing des précédentes élections présidentielles, les déclarations de candidature ne se font qu'à l'automne, dans le courant de l'automne. Donc, ne nous affolons pas. Mais cela dit, je pense qu'il faut assez rapidement qu'on détermine notre candidat. Parce qu'il y a un vide. Sans une primaire. La primaire telle qu'on l'a connue, non. Et d'ailleurs, les adhérents... Mais une autre forme de primaire, alors ? Une autre forme Une primaire interne ? Ça a ses limites aussi. Il faut, je pense, une combinaison de critères. Et vous pouvez compter sur Gérard Larcher pour la trouver ? Entre autres, mais je sais que Gérard Larcher et Christian Jacob y réfléchissent. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait un groupe de travail parce que immédiatement ça aurait fuité dans tous les sens. Ouais. Et ça vous aurait occupé des mois durant et ça nous aurait certainement fragilisés. Je regrette pour vous, mais il valait mieux que ces choses-là soient faites dans une relative discrétion dans un premier temps. Bon, alors on verra comment tout ça sortira. Merci Yves. Merci Francis. Merci Madame. Jeudi dernier, votre collègue député, Bénédicte Taurine, la France Insoumise de l'Ariège, a été projetée à terre, on voit les images, lors d'une manifestation devant Pôle emploi à Paris par un policier. Elle avait son écharpe tricolore, elle était reconnaissable. Est-ce que ces images vous choquent ? Oui, c'est choquant, bien sûr. C'est choquant de voir quelqu'un se faire molester ainsi. Une députée, c'est pas quelqu'un, c'est votre collègue député. De surcroît, ceinte d'une écharpe tricolore représentant la nation, puisque c'est le rôle des députés. C'est choquant et ça mérite effectivement des explications. Alors justement, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, demande des explications au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je pense qu'il y aura une enquête interne de l'inspection générale de la police. Est-ce que ça suffit ?
Je ne sais pas. Il faut voir ce qui s'est passé, quelles ont été les circonstances de tout cela. Mais les images telles que nous les voyons, une députée, une élue, une femme molestée ainsi, ce n'est pas acceptable. Évidemment. André Chassaigne, qui est président du groupe communiste à l'Assemblée, demande que demain, à l'occasion des questions gouvernement, Richard Ferrand exprime son soutien à la députée. Vous soutenez cette idée ? Écoutez, je ne sais pas si Richard Ferrand souscrira. En tout cas, à mon avis, Richard Ferrand a déjà exprimé son soutien à cette députée. Mais est-ce qu'il doit le faire publiquement? Au fond, il l'a fait publiquement en demandant des explications à Gérald Darmanin. Doit-il aller au-delà? Je ne sais pas, il me semble. C'est votre avis que je demande. Est-ce qu'il doit aller au-delà? Vous êtes vice-présidente. Je pense qu'il y a une enquête qui va être diligentée. Et ça suffit? Et dès lors, non, ça ne suffit pas, mais ça établira les circonstances précises de ces faits qui sont en soi répréhensibles et dont la captation des images est évidemment choquante. On va maintenant accueillir les deux parlementaires qui vont débattre avec vous. Alors, deux parlementaires, Anne Genetet, bonsoir, et Bernard Jomier, bonsoir. Alors, je vous présente un par un. Anne Genetet, vous êtes députée des Français de l'étranger, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bernard Jomier, vous êtes sénateur PS de Paris, et vous êtes à la tête de plusieurs commissions, notamment commission d'enquête sur le Covid et sur les lois bioéthiques. Alors, on va parler de tout ça justement ce soir, et on va commencer avec vous, Anne Genetet, parce que vous voulez parler justement du Covid. Je veux tout à fait parler du Covid, parce que dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, j'ai noté que bien souvent, chez les Républicains, les points de vue, il suffisait de regarder à l'opposé de ce que nous proposions pour qu'ils nous proposent à peu près le contraire, et qu'ils nous proposent d'aller dans la direction contraire. Donc c'était tantôt on n'en fait pas assez vite, on va trop lentement, c'était on en fait trop, on n'en fait pas assez, c'était toujours des leçons parfois à nous donner qui étaient un peu surprenantes. Alors, j'aurais bien voulu, vous êtes quand même dans un parti de gouvernement, je crois que vous venez d'ailleurs à plusieurs reprises de l'évoquer ces dernières minutes, et donc vous serez forcément confronté à l'épreuve du réel. Et puis nous avons absolument besoin, je trouve que le débat est toujours intéressant, c'est justement ce qu'on va faire là, et la construction de la part d'une opposition est toujours tout à fait intéressante. Mais quand l'opposition est moins constructive, quelque part, c'est même peut-être moins stimulant pour la majorité que nous représentons. Donc, sur le sujet de la sortie de crise sanitaire, précisément en ce moment, et de la levée progressive des restrictions, des mesures qui avaient été mises en œuvre, j'aurais voulu savoir, Madame Genevard, ce que vous auriez fait de mieux que nous sur cette sortie progressive, conditionnelle, prudente de la crise sanitaire. Alors, ce qu'on aurait fait de mieux, c'est ce qu'on a fait de mieux en réalité dans la gestion de la crise sanitaire. Il n'y a qu'à regarder ce que les régions ont fait. Les régions tenues par les Républicains. Regardez ce que Laurent Wauquiez a fait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de masques, en matière de vaccination, en matière d'organisation de la gestion de la crise, en matière de tests dans les établissements, en matière de purificateurs d'air dans les écoles. Il n'y a qu'à regarder ce que les régions ont fait. Il n'y a qu'à regarder ce que les maires ont fait. Ils ont bien souvent été, à contrario de la lenteur administrative, qui était d'une prudence excessive parfois, ou d'une absence de logistique et de mise en œuvre dans d'autres cas, les masques par exemple. Mais là, je voulais parler de ce que nous faisons en ce moment, la sortie actuelle. Oui, non, mais moi, je vous ramène à l'ensemble de la gestion de la crise. Lorsque vous nous avez dit que les masques étaient inutiles, on ne vous a pas suivi, en effet. On a bien fait de ne pas vous suivre. Lorsqu'on vous disait qu'il fallait davantage de tests, et que les tests étaient comptés, qu'il fallait tester les professeurs, vous n'étiez pas d'accord, nous avions raison de le proposer, parce que finalement, vous y êtes venus. Les Républicains ont toujours été dans leur rôle de faire des propositions. C'est la raison pour laquelle je conteste absolument l'accusation d'Iaka Faucon, parce qu'on a agi sur le terrain. Les maires ont agi sur le terrain, les Républicains comme d'autres d'ailleurs, et les présidents de région aussi. Les maires ont été associés aux mesures, tout à fait. Ça a toujours été en matière de sortie de crise, il y a un domaine où la lenteur a été particulièrement préjudiciable, c'est le domaine culturel.
je suis membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, il faudra que l'on m'explique pourquoi il était plus dangereux de fréquenter un musée plutôt qu'un supermarché, par exemple. Il a fallu que les Républicains insistent pour qu'on réouvre les librairies plus tôt, qu'ils soient considérés comme des commerces de première nécessité. Vous aviez Aurore Berger, ma collègue, qui était à l'avant-scène également de la défense des libraires. Donc, c'était également dans la majorité. Les Républicains vous ont été utiles, ma chère collègue. Et Bernard Jomier, vous qui êtes à la tête de la commission d'enquête de Covid au Sénat, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce débat ? Enfin, puis on a une mission d'information que j'ai l'honneur de présider et qui, elle, ne s'est pas dissoute, n'a pas explosé en plein vol. Contrairement à l'Assemblée. Moi, je crois que cette crise sanitaire, donc elle nous a appris beaucoup de choses sur notre système de santé, j'y reviens pas, mais elle a ouvert les yeux sur notre système politique aussi. On gère une épidémie, au fond, comme on gère le pays avec le système politique qu'on a. Et on a vu donc une gestion très centralisée, au fond, très verticale, très descendante, très uniforme au nom du principe d'égalité, mais peu adaptée à l'agilité que nécessite une réponse qui est souvent dans les territoires. Et moi, un peu, ce qui par contre, là, m'étonne chez les Républicains, parce que ce constat, je l'ai partagé avec mes collègues au Sénat. Moi, je ne suis pas dans la majorité sénatoriale, mais on l'a tous partagé. Et au fond, cette organisation politique du pays, c'est notre Constitution, celle de la Ve République. C'est votre mouvement politique qui a un peu le père ou la mère spirituelle. Vous ne l'avez pas changé, que je sache. De cette Constitution. Lorsque vous étiez aux affaires. Alors, les plus importantes lois de décentralisation ont été celles portées par François Mitterrand, je le rappelle tout de même. Mais la question, elle n'est pas celle du XXe siècle, elle est celle du XXIe siècle aujourd'hui et pour les années à venir. Comment est-ce qu'on fait évoluer notre pays ? Je vous ai entendu parler de changement de constitution tout à l'heure. Est-ce que là, il n'y a pas nécessité de modifier l'organisation de nos pouvoirs politiques et administratifs pour sortir un peu de cette verticalité et de cette centralisation, d'ailleurs que vous dénoncez chez le chef de l'État. Vous dites, vous aussi, vous faites ce même constat que nous on fait, qu'il y a une hyper-centralisation. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a poussé jusqu'à presque la caricature ces caractéristiques de la centralisation. Alors, Annie Genevard et Anne Genetet, vous pourrez évidemment répliquer. Oui. Les institutions sont ce que les hommes en font. Notre constitution, celle de la Ve République, est une constitution solide qui a fait ses preuves. Et je pense que tout dépend comment les hommes s'en saisissent. La verticalité d'Emmanuel Macron, je la conteste tout comme vous. Et il y a eu d'autres façons d'exercer un pouvoir présidentiel sans contrevenir au pouvoir parlementaire. Je pense au quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a donné de la liberté parlementaire comme jamais avant lui. Et je pense que notre système qui donne à l'exécutif un pouvoir très fort doit être contrebalancé par un pouvoir local. Vous évoquez la décentralisation. C'est une des raisons pour lesquelles la fin du cumul est une énorme bêtise. Et puis par le pouvoir parlementaire. Or, on voit bien qu'il y a certes, le quinquennat a fragilisé le pouvoir parlementaire. Là, je vous rejoins. Je pense que le quinquennat, en faisant coïncider l'élection présidentielle et l'élection législative, a fragilisé le pouvoir parlementaire. Et puis, le recours, comme on le voit sous ce quinquennat, dans une fréquence comme jamais, aux ordonnances... dans un contexte particulier. Tout de même, on voit bien que le Parlement n'intéresse guère notre président de la République et que nous sommes... je ne sais pas s'il a été traumatisé par les frondeurs lorsqu'il était ministre de l'économie de François Hollande ou lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une grande méfiance à l'égard du pouvoir parlementaire, alors même qu'il est possible dans une relation équilibrée entre les différentes composantes de notre vie démocratique, il est possible de mieux équilibrer les choses. Donc moi, je ne suis pas, comme la France insoumise, partisane d'une 6e République, mais je crois que nos institutions ne doivent pas être, trahies par une verticalité excessive du pouvoir exécutif.
Bernard Gemier, Anne Genetet. Si je peux peut-être ajouter s'agissant plus précisément de la crise sanitaire sur l'hypercentralisation que vous évoquiez tout à l'heure, je voudrais quand même renvoyer au rapport de Didier Pittet, ce rapport qui était à l'origine une demande d'ailleurs de l'OMS à plusieurs pays qui souligne qu'en fait il n'y a pas eu forcément de bonne solution, qu'il y avait des pays beaucoup moins centralisés, je pense notamment à l'Allemagne, qui a aussi connu sur d'autres aspects de la gestion de crise des difficultés, que finalement il dit lui-même qu'il y a probablement des bonnes choses à prendre dans un système comme dans l'autre, de mauvaises choses dans un système comme dans l'autre à corriger. Donc je crois qu'avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut peut-être être plus prudent et voir comment on peut en tout cas certainement tirer les leçons de cette crise sanitaire. Écoutez, moi je suis voisine de la Suisse. Je peux vous dire qu'en Suisse, ça ne s'est pas passé de la même façon, qu'on a beaucoup moins fragilisé l'économie. Ils n'ont pas un déficit comme nous le connaissons aujourd'hui. Ils n'ont pas une économie qui a souffert autant que la nôtre et ils n'ont pas eu plus de victimes du Covid. Il y avait sans doute d'autres façons de faire. Il faudra en tirer tous les enseignements parce que comme vous le dites, mon cher collègue sénateur, il y a une centralisation de la décision. C'est nous, acteurs de terrain, élus de terrain, qui apprenions quelquefois aux représentants de l'ARS la situation sur le terrain. C'était pas possible. Et puis cette gestion uniquement centralisée sur l'hôpital, c'est l'hôpital qui a déterminé toute la politique sanitaire du pays. Ça, il faudra bien que nous en tirions les conséquences. Ça a déjà été évoqué, puisqu'on sait déjà qu'il y a un travail qui est fait actuellement pour améliorer le lien ville-hôpital dans le cadre de la politique de la santé. Mais ça, on l'a dit depuis le début, ça. On a une loi qui arrive, là, la loi 4D, enfin qui a perdu un D, 3D, qui est sur la décentralisation, et cette loi, elle a une toute petite partie sur la santé qui traite des agences régionales de santé en disant il faut que les élus aient quelques rôles dans la gestion des agences régionales de santé, et puis elle autorise les collectivités territoriales à investir dans le champ de la santé, c'est-à-dire à payer, mais pas vraiment à décider. Est-ce que quand même là on n'est pas en train de rater un rendez-vous, enfin il n'est pas encore raté, la loi va arriver devant les députés, mais d'abord devant le Sénat début juillet, puis devant les députés au mois de septembre. Est-ce que c'est pas le moment où quand même il faudrait mener une évolution significative, parce que j'entends la réussite sur la stabilité politique de la Constitution actuelle, mais même si là il n'est pas question de toucher la Constitution, mais la répartition des pouvoirs entre le centre et les collectivités territoriales laisse tout de même apparaître un déséquilibre qui, sur la gestion de la pandémie, n'a pas été profitable, n'a pas permis de mobiliser à bon escient l'ensemble des acteurs des territoires et l'ensemble des acteurs du système de santé au-delà du système hospitalier. Lorsqu'Agnès Buzyn était ministre de la Santé, je lui avais suggéré, enfin j'avais même fait plus que lui suggérer, puisque j'avais déposé un amendement pour que les parlementaires soient membres des instances de l'ARS. Les parlementaires étaient les seuls à n'être pas représentés à l'ARS. Bon, elle avait refusé cet amendement et par la suite, elle l'a accepté venant d'un membre de la majorité. Passons. Tout ça pour dire que... Et lorsque je lui en avais parlé, elle m'avait fait une réponse tout à fait symptomatique. Elle m'avait dit « Les ARS n'aiment pas beaucoup que les politiques se mêlent de leurs affaires. » Eh bien, je pense que cette réponse, qui correspond à la réalité, sans doute, à l'état d'esprit d'un certain nombre de directeurs des agences régionales de santé, traduit exactement le fond du problème. Nous avons une administration qui voit dans les élus des gêneurs, alors que les élus voient la réalité du terrain bien plus finement qu'eux-mêmes. Et je regrette profondément. Et pas propre à la santé. Merci, c'est un peu pareil. Au-delà de la santé, non, mais là, on parle ce que je m'apprêtais à dire. On parle de la crise bien sûr, sanitaire. Mais ça dit bien que la question est plus large que le domaine de la santé. Oui, la santé a permis de le révéler. La crise a permis de le mettre en avant. Nous avions les préfets. Heureusement que nous avions les préfets et les élus locaux. Et c'est la raison pour laquelle je suis absolument hostile à la réforme qui est en cours, enfin qui est prévue pour réformer le corps préfectoral. Moi, je crois Pourtant, c'est une réforme qui va justement leur permettre d'aller beaucoup plus sur le terrain, notamment en début de carrière. Écoutez, moi, je pars d'un principe simple, Madame Genetet, c'est que ce qui marche, il est raisonnable de ne pas y toucher. Bien, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a quelque chose aussi qui va marquer le quinquennat, probablement. C'est en tout cas
ça traîne, j'allais dire, depuis le début du quinquennat. Et vous allez débattre là-dessus tous les deux, et tous les trois avec Annie Genevard. C'est la loi bioéthique. Alors, quand on dit loi bioéthique, on a parlé plutôt loi PMA. Ça a été plus simple. Ce qui est dommage, parce qu'elle est très riche, il y a beaucoup d'autres choses. Mais Bernard Jomier va en parler justement d'un autre aspect. Mais vous vouliez justement aller sur la question de la PMA, procréation médicalement assistée pour les femmes. Absolument, ce qu'on appelle la PMA pour toutes, parce que aujourd'hui, dans la majorité représentée dans la majorité parmi les Républicains, une majorité d'entre eux, considèrent, enfin, nous font un petit peu jouer les hypocrites. Pour moi, ils ferment un peu les yeux sur la réalité. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, la PMA pour toutes, elle existe chez nos voisins. Elle existe en France, hélas, de manière clandestine. Et là, je vais prendre 2 secondes ma casquette de médecin. J'ai coutume de dire que, pour avoir vu dans mon cabinet, lorsque j'exerçais encore, une femme qui a un désir d'enfant, c'est un rouleau compresseur. Elle fera tout pour faire aboutir son désir d'enfant. Et donc, dans ce contexte-là, fermer les yeux sur la PMA me laisse encore perplexe. La PMA pour fermer les yeux ou s'opposer. S'opposer. En général, c'est ça. Au sens s'opposer, pardonnez-moi. Ouais. Pour moi, le projet de mère de famille, le projet d'enfant sera donc absolument toujours plus fort que tout. Donc, la question que je voudrais vous poser, Madame Genevard, c'est pourquoi est-ce que vous voulez absolument fermer les yeux sur cette réalité ? Pourquoi n'acceptez-vous pas de sécuriser sur le plan juridique ce qui est aujourd'hui une réalité ? Parce que finalement, vous avez aussi dit parfois que élever un enfant sans père, la PMA pour toutes était élever un enfant sans père. Aujourd'hui, nous avons un enfant sur 2 en France qui vit avec un seul de ses 2 parents. Nous avons beaucoup d'enfants qui se retrouvent, hélas, avec un seul de leurs 2 parents pour des tas de raisons, à commencer depuis toujours par, hélas, des décès. Donc, je ne suis pas certaine que la condition un père plus une mère soit celle de rendre un enfant heureux. Pourquoi refusez-vous de sécuriser sur le plan juridique la PMA pour toutes ? Alors, avant de vous en donner les raisons, je voudrais dire qu'il y a une faille dans votre raisonnement. Parce que la loi n'est pas faite pour, comment dirais-je, prendre acte d'une situation illégale et la rendre légale. La loi n'est pas faite pour légaliser ce qui n'est pas légal. Parce que si l'on suit votre raisonnement, eh bien, nous devrons accepter la GPA, la gestation pour autrui, qui se pratique clandestinement dans notre pays. Donc, cet argument-là, je ne le reçois pas. En revanche, je pense que la question qu'il faut se poser, et du reste, Madame Belloubet, elle était au banc comme garde des Sceaux, a eu l'honnêteté de dire qu'il s'agissait d'un changement de civilisation. Et je crois en effet que c'est un changement de civilisation. Et que quand on change de civilisation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre ministre qui l'a dit en son temps, ça mérite quand même qu'on se pose un certain nombre de questions. Moi, je ne me place pas du point de vue de la femme. Je me place du point de vue de l'enfant. Je pense que on n'a pas droit à l'enfant. L'enfant, il a des droits. Et dans toutes les conventions qui expriment les droits de l'enfant, il y a le droit d'avoir et de connaître ses parents. La deuxième chose qui me choque dans ce texte de loi, c'est l'éviction de la biologie. C'est-à-dire qu'il y a 2 absents dans ce texte en réalité. Il y a l'enfant qui s'efface derrière le désir des parents. Vous avez dit une femme qui veut un enfant, c'est un rouleau compresseur. Donc le désir de l'adulte... Ça existe déjà. Le désir de l'adulte est supérieur à l'intérêt de l'enfon. Moi, ce n'est pas comme ça que je conçois les choses. Le deuxième absent, c'est le père. Le deuxième absent, c'est le père, puisqu'il n'y a plus de père, il y a des gamètes. Le géniteur n'est même plus un géniteur, c'est un spermatozoïde, pointe à la ligne. Donc, pour moi, l'éviction de l'intérêt de l'enfant et l'éviction du père sont en effet constitutifs d'un vrai changement de civilisation. Et pourtant, ça existe déjà aujourd'hui. Vous avez déjà aujourd'hui des femmes. J'ajoute qu'on a réussi à éviter quand même que la mère qui accouche ne doive aller chez le notaire pour déclarer qu'elle était bien la mère. Alors que c'est un principe absolu dans la filiation, dans le droit de la filiation, que la femme qui accouche est toujours la mère. Alors, vous disiez, c'est dommage qu'on s'arrête seulement à la question de la PMA. Bernard Jomier, justement, voulait évoquer un autre aspect de cette loi, c'est la question des cellules souches. Alors, vous allez nous redire rapidement de quoi il s'agit et poser votre question.
Oui, alors je ne sais pas si on est en changement civilisationnel par ailleurs, je crois surtout on était dans l'évolution sociétale avec la PMA, là on est sur les questions effectivement de bioéthique, c'est-à-dire que la recherche a beaucoup progressé depuis une dizaine d'années sur les cellules souches, les cellules embryonnaires, c'est-à-dire des cellules en fait qu'on ne prélève pas sur de nouveaux embryons, c'est des cultures de cellules qui existent depuis des décennies, on utilise tous les jours les mêmes, on les fait se reproduire et on est en capacité... En laboratoire, de façon... C'est ça, on est en capacité, par exemple au CEA, où je suis allé avec la commission des affaires sociales du Sénat, avec les présidents de la commission, voir leurs travaux. Et on fait des recherches sur des maladies génétiques. Et c'est comme ça, par exemple, puisque je bouge mes lunettes, il y a une maladie de la rétine très grave qui est maintenant traitée, alors qu'elle ne pouvait pas l'être avant grâce à ces recherches. Et notre loi en France est très en retard, très très en retard. On interdit à nos chercheurs de faire des tas de choses qu'on fait dans les autres pays européens, y compris avec des grands mots, parce que là, les postures vont vite, le risque d'eugénisme, de sectionner. Bon, c'est comme ça qu'une de nos plus brillantes chercheuses, d'ailleurs, qui a obtenu le prix Nobel, a quitté la France. Elle avait découvert la technologie des ciseaux moléculaires. Je ne vais pas m'étendre. Mais donc, moi, j'ai été très surpris parce qu'il fallait, dans cette loi, on va dire, permettre à nos chercheurs de poursuivre des recherches, en respectant les fondements de notre éthique, bien sûr. Le texte qui a été proposé par le gouvernement était plutôt satisfaisant à cet égard. Et les Républicains ont détricoté ce texte et se sont opposés à toute avancée en la matière. On a vu les tribunes de scientifiques se multiplier pour tirer la sonnette d'alarme. Et vous êtes restés globalement sur cette position. Pourquoi ? Alors, je voudrais dire que là, on est véritablement dans la partie bioéthique de la loi. La PMA n'est pas du tout une loi de bioéthique. C'est pour ça qu'il aurait fallu... Oui, mais c'est dans la même loi. Il aurait fallu 2 lois parce que la procréation médicalement assistée, c'est connu, c'est une technique qui est connue. Donc, pourquoi vous opposez ? En revanche, la deuxième partie, celle qui vient d'être évoquée, on est vraiment dans la bioéthique. Et la France a une voie singulière en matière de bioéthique. C'est-à-dire que la France a toujours considéré que tout ce qui est scientifiquement possible n'est pas forcément éthiquement souhaitable. Mais les autres pays aussi. Il ne faut pas faire un jour aux autres pays, aux Européens. Pas dans les proportions. La France a toujours été pionnière en matière de bioéthique. Et là encore, je pense que notre Parlement s'honore d'avoir un vrai débat de fond sur le statut de l'embryon et sur le statut des cellules souches embryonnaires. Il y a une chose que je veux évoquer et qui, dans cette loi, d'ailleurs les Français, lorsque nous leur en parlons, sont horrifiés, ce sont les chimères. C'est-à-dire l'introduction de cellules humaines dans un embryon animal. Ça n'est pas possible et ça vous donne la mesure lorsque des scientifiques vous disent on ne peut pas en introduire plus de 30% parce qu'on n'est pas sûr qu'au-delà de 30% ne se développe pas une conscience humaine. Comment voulez-vous qu'on ne se pose pas Bernard Gemier, rapidement. Vous le savez très bien, il n'a jamais été question, il n'est pas question de laisser un être vivant naître de ces cultures de cellules. Mais vous savez, comme moi, qu'un quart à un tiers des femmes font une fausse couche dans les premières semaines de leur grossesse, et notamment dans les 15 premiers jours. Et d'ailleurs, ça passe inaperçu en général au bout de 2 semaines. Et pourquoi est-ce qu'elles font des fausses couches ? Eh bien, mener des recherches sur cette période-là nécessite d'aller faire ces recherches pour le bien des enfants à naître et non pas on est sur des cultures de cellules. On a des alternatives, aux cellules souches embryonnaires dans certains pays. Et on va s'arrêter là-dessus. Allez-y, parce qu'on... Dans certains pays, vous le savez, il y a des recherches, des expériences qui sont conduites au mépris de tout principe bioéthique, notamment les cellules de reproduction, les cellules. Mais ça, c'est d'autres pays, c'est pas la loi française. Ça n'est pas le projet, ça n'était pas le projet du gouvernement. On doit toujours penser qu'on puisse faire le pire en pensant avoir à un moment donné travaillé pour le meilleur. Bien, 2 conceptions qui s'opposent. Donc on va faire des tours rapides maintenant par le Figaro Live où nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent, vous allez nous dire ce que les internautes et vos lecteurs ou nos téléspectateurs ont retenu ou font circuler en tout cas. Bonsoir Annie Genevard. Bonsoir. Ce qui a beaucoup intéressé les internautes du Figaro, en tout cas ce qui a suscité beaucoup d'attention et beaucoup de commentaires, c'est l'attaque ce week-end par des antifas d'une procession catholique
en mémoire des prêtres et évêques massacrés lors de la Commune. 2 sexagénaires ont d'ailleurs été sérieusement blessés. Certains internautes déplorent qu'il y a eu très peu de réactions politiques. Est-ce que vous les comprenez ? Moi, je pense que ce qui s'est passé est profondément choquant. Ces catholiques faisaient une procession en mémoire de l'évêque de Paris qui a été assassiné au moment de la Commune. C'était une procession des plus pacifiques qui commémorait un événement de l'histoire de France. Il n'y avait là absolument pas matière je dirais, les attaques dont ils ont été l'objet. C'est très choquant, en effet. Mais pourquoi il n'y a pas eu plus de réactions politiques, vous demandez, Vincent ? Il y en a une ce soir. Mais... Oui, écoutez, moi je suis extrêmement choquée et je pense, si vous voulez, que sur ces questions religieuses, la loi séparatisme, bien loin d'apaiser les conflits, les envenime, parce qu'elle laisse à penser que toutes les religions sont fautes. Peuvent être la cause de troubles. Or, il ne faut pas mettre sur le même plan toutes les religions. Il y a des formes dévoyées de certaines religions. Mais là, ce n'est pas le cas. Merci Vincent. Merci. Et merci Anne Genetet, merci Bernard Jomier d'avoir débattu avec Annie Genevard. Merci d'avoir accepté de participer à l'audition publique qui revient lundi en direct à 19h30. Bonne soirée.